BookBook pour Facebook et faire des spoilers. C'est pourrir le groove de l'empereur. Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. J'arrive pas. Et donc je dis bitolite. Et il m'a dit, je sais que daddy ça veut dire papa en anglais. Et donc du coup, est-ce que moi je suis un shadow daddy? Bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo. Je sais pas si elle va être petite cette vidéo. Déjà, adressons le titre. On va parler du titre. Je pense que je vais appeler cette vidéo La Romantasy pour les nuls. Mais sachez que personne n'est nul, bien évidemment. C'est un titre pour faire cliquer. J'avais déjà mis ça dans ma chaîne coloriage. J'avais mis le coloriage pour les nuls. Et cette vidéo avait très bien marché. Mais sachez que déjà, je suis la reine des nuls. De 1, je suis la reine des nuls. Nous sommes tous des nuls. Tout le monde est des nuls et c'est moi la reine des nuls. Ok. Cette idée de vidéo ne m'est pas venue toute seule. C'est une abonnée qui m'a demandé cette vidéo, qui vient de m'envoyer un commentaire. Je lui ai même pas laissé le temps de répondre, la pauvre. Je voulais lui demander si elle avait des choses en tête. Ah, si, elle vient de me répondre. Super, je suis en train de filmer la vidéo. Ilan, alors je sais pas si c'est Ilan ou Lan, mais en tout cas je vous mettrai son petit commentaire ici. Merci pour ton commentaire. Du coup, elle m'a demandé sous la vidéo, sur le dernier vlog, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo qui explique les mots particuliers de la romantasy, parce que des fois tu utilises des mots que je ne comprends pas toujours, même si je baigne dedans depuis très longtemps. Et c'est une très bonne idée de vidéo, donc j'ai dit oui bien sûr et merci. Et je vous ai demandé aussi sur Instagram si vous aviez des petits mots comme ça que vous vouliez que j'explique, parce que finalement c'est vrai que en fait la plupart du temps je vais juste vous traduire des mots en anglais parce que je parle à moitié en anglais finalement, vu que je regarde que des vidéos en anglais, et il y a beaucoup de mots comme ça, de mots bookish. Bah déjà le mot bookish c'est ça, je sais même pas comment traduire bookish. Livresque en fait. Et déjà voilà, le mot bookish vient de l'anglais, et il y a beaucoup de mots comme ça qui font partie de la sphère littératuresque. Ce n'est pas un mot. Je vous ai dit hein, déjà moi je sais pas parler, je suis la reine des nuls, donc je sais pas pourquoi je vais vous expliquer des mots parce que je sais même pas parler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes que j'utilise dans mes vlogs, dans mes vidéos, et qui sont peut-être pas évidents pour tout le monde si vous faites pas partie de la bookosphère, donc de la livrosphère, la sphère des livres. On va commencer par ça. Ici on est des fans de livres, bon ça se voit un petit peu légèrement. On utilise plein de petits mots et de petits acronymes pour parler de choses et d'autres qui ont finalement des significations en français, et des mots qui existent déjà mais on a remplacé par d'autres mots. On sait pas pourquoi. Je voulais vous expliquer un petit peu tout ça, un peu plus centré sur tout ce qui est romantasy parce que vous savez que c'est ma spécialité, mais ça va être aussi des mots qui font partie de la sphère bookosphère, de la sphère livresque et des fans de livres sur les réseaux sociaux, tout ça. En gros, je vais vous expliquer les expressions des jeunes parce que je suis comme vous, hein, je commence à vieillir, un peu beaucoup trop. Je vous avoue qu'il y en a beaucoup, je les ai cherchés avant, et il y a beaucoup de mots que je sais utiliser et je sais à peu près ce que ça veut dire parce que j'ai regardé plein de vidéos en anglais et j'ai compris dans le contexte. donc je galère aussi, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Les mots sont dans tous les sens, je pouvais vous faire des catégories et tout, mais j'ai pas préparé ma vidéo parce que je viens d'avoir le commentaire et j'ai dit c'est bon je filme pendant que je suis maquillée. Je me dépêche. Déjà on a Booktube, ce dont je fais partie, donc c'est YouTube mais pour les livres. Donc YouTube, tube, et book, livre, Booktube. Voilà, donc quand on dit je suis sur Booktube, moi par exemple je suis une booktubeuse puisque je poste des vidéos sur YouTube en rapport avec les livres. Donc je fais partie de la communauté Booktube. Après ça peut se décliner avec tous les réseaux sociaux. On a Bookstagram pour Instagram, on a BookTok pour TikTok, on a BookBook pour Facebook. Book Facebook, yes, il y a Book Twitter, j'imagine que maintenant c'est BookX. BookX. Mais en tout cas, quand on vous dit Booktube,
c'est ça, c'est YouTube, mais du côté des livres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petites communautés sur YouTube. Vous avez peut-être remarqué, il y a la communauté des gamers, il y a la communauté des gens qui font plus de la beauté, vous avez plusieurs communautés, en fait plusieurs centres d'intérêt et des youtubeurs qui se spécialisent sur l'un ou l'autre. Et nous ici on parle de livres et donc Booktube. Quelques petits acronymes aussi et trucs pour raccourcir en fait, notamment le terme PAL. Donc PAL ça veut dire pile à lire. Donc une pile étant une pile de livres à lire, donc qu'on doit lire, qu'on n'a pas encore lu et qu'on doit lire. L'équivalent en anglais c'est TBR, donc to be read, donc à lire en fait finalement. Quand je dis par exemple ce livre que je viens d'acheter se rajoute à ma palle, ça veut dire que ce livre se rajoute à ma pile à lire, des livres, la pile des livres que j'ai pas encore lus. Et oui, ma palle est conséquente. Oui, aussi dans la bookosphère on compare la taille des palles. Alors qu'on sait très bien que la taille n'a pas d'importance. Si jamais il y avait un concours de la plus grosse palle, c'est moi qui gagne. Et c'est les livres qu'on n'a pas encore lus. J'en ai beaucoup. Commençons par Romantasy, avant tout. Qu'est-ce que la Romantasy? Oui, quelle est l'origine de la Romantasy? Excellent. Je pourrais raconter ça toute ma vie sur ma chaîne, je vous jure, j'en peux plus. Donc Romantasy, le mot Romantasy, c'est la combinaison du mot romance et du mot fantasy, ça fait Romantasy. Fantasy, donc de la fantasy, des livres avec de la fantasy, c'est des livres avec de la fantasy. Comment vous expliquer? Avec des choses surnaturelles, ça se passe pas dans notre monde, ça se passe dans un monde inventé, avec des créatures inventées, des personnages inventés. On peut souvent avoir de la magie et des choses qui correspondent vraiment pas à notre monde, à nous, et qui est vraiment dans l'imaginaire en fait. Et la Romantasy, c'est la fantasy, un livre avec de la fantasy, donc dans un monde imaginaire, mais avec beaucoup de romance. Voilà, donc c'est ça le terme Romantasy. Tout le monde croit que c'est les Américaines qui ont inventé, alors que non, c'est les Allemandes. Déjà, les Allemands disaient le terme, enfin, appelaient les livres de la Romantasy déjà au temps de Twilight. Et puis après, il y a eu Bibi qui est arrivé sur YouTube France et j'ai lancé mon challenge Romantasy et j'étais trop fière du terme, du truc. Je me disais purée, personne, parce qu'à l'époque personne ne le disait, donc je me disais c'est trop accrocheur comme truc, tellement accrocheur que voilà où on en est maintenant, hein. Je viens d'acheter ça, ça a rien à voir, c'est des trucs, c'est des marque-pages à colorier, donc c'est le monde du coloriage, c'est toute une autre sphère, mais ils ont fait des marque-pages Romantasy. Donc ouais, c'est parti en cacahuète. Mais donc la Romantasy, c'est ça, on a différents, c'est un genre de livres, donc on a plusieurs genres. Il y a des livres de littérature blanche, I guess. Je sais pas pourquoi on appelle ça des livres de littérature blanche. Je crois, non pas parce que c'est que des blancs qui lisent ça, même si, je crois que c'est parce que c'était une histoire d'une collection qui est souvent les couvertures sont blanches et le derrière, le dos est blanc aussi, et ça se retrouvait dans les librairies et dans les bibliothèques des gens quand il y avait beaucoup de livres blancs comme ça, c'est pour ça qu'ils appellent ça la littérature blanche. C'est plus de la littérature classique, je sais même pas à quoi ça correspond vraiment en vrai, donc moi qui vous fais une vidéo, je vous explique des trucs, mais je sais même pas. Mais moi par exemple, je ne lis pas de littérature blanche, voilà, c'est plus c'est pas mon style. Mais on a plusieurs genres dans la littérature, on a des classiques, quelques noms qui sont très connus, vous avez de la poésie, vous avez plein de genres différents, du thriller, de la fantasy, là on est dans le domaine de l'imaginaire, et dans le domaine de l'imaginaire on a fantasy, on a la science-fiction. La science-fiction ça se passe plus souvent dans l'espace un peu, et c'est un petit côté futuristique où on est dans le futur, dans l'espace, où les humains ont découvert d'autres planètes, choses comme ça. Franchement si je dis des bêtises, n'hésitez pas, de toute façon je sais qu'il y a des gens qui vont pas hésiter en commentaire, n'hésitez pas à me reprendre puisque j'ai pas du tout fait mes recherches, mais c'est ce que moi j'ai compris, ok? Ce que moi j'ai compris
dans tous ces trucs-là. Je vous parle aussi souvent d'urban fantasy et notamment de Beatlite. Ça aussi c'est des genres de livres en fait. Et donc l'urban fantasy et la Beatlite c'est la même chose. Alors l'urban fantasy c'est un livre avec de la fantasy, donc de l'imaginaire, qui se passe, alors souvent on a le mot urban parce que ça se passe souvent dans une ville, et ça se passe dans notre monde. Donc voilà, c'est basé dans notre monde, mais il y a par exemple des loups-garous. Donc ça va être toutes les séries avec les loups-garous. Donc en soi, par exemple, Twilight, ce serait presque une urban fantasy, même si on n'est pas tellement dans une ville. Donc là, on dirait plus du fantastique. Ça, c'est pareil. La différence entre comment qualifier chaque genre, c'est vraiment les goûts et les couleurs, parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu catégorises dans la romantasy, est-ce que tu penses que ce livre-là c'est de la romantasy et ce livre-là, et en fait ça dépend vraiment de comment vous jaugez le livre, de ce que vous en pensez. Par exemple pour moi Twilight c'est le début de la romantasy, c'est la genèse, puisque c'est l'un des premiers livres, bah déjà c'est le premier livre que j'ai lu, c'est comme ça que j'ai commencé à lire, et c'est l'un des premiers livres où on avait ce mélange avec du fantastique. Enfin, c'est pas le premier livre qui a été écrit comme ça, hein, mais le grand succès, dirons-nous. On a du fantastique et de la romance dans un monde, dans notre monde. On suit une jeune fille qui va au lycée, qui est normale, etc. et qui découvre des vampires et des loups-garous et des choses comme ça. Et c'est là que ça a commencé, pour moi en tout cas. Mais Twilight, je pense que ce serait plus considéré comme du fantastique. Alors quelle est la différence entre le fantastique et la fantasy? La fantasy, c'est plus dans un monde inventé, avec des personnages inventés, des créatures inventées, tout est imaginaire. Le fantastique, ça se passe dans notre monde, mais avec des créatures imaginaires. Voilà, c'est ce que j'ai compris de la différence entre les deux. Donc en soi le fantastique, c'est aussi de l'urban fantasy. Urban fantasy, ça va être plus vraiment quelque chose qui se passe dans une ville, et c'est vraiment ce style de littérature aussi, il y en a vraiment beaucoup où c'est des séries avec beaucoup de tomes et qui ont aussi des enquêtes policières à l'intérieur souvent. Et du coup il y a la maison d'édition Milady qui a repris ce genre, l'urban fantasy, et qui en a publié beaucoup à l'époque, qui en publie encore, mais c'était plus à l'époque, hein. Moi je les suivais toutes à l'époque. Ces urban fantasy, ces séries d'urban fantasy, on pourrait, comme par exemple Mercy Thompson, Chasseuse de la nuit, La confrérie de la Dague Noire, enfin toutes ces séries que j'ai adorées faisaient partie de cette collection. Donc là c'est un mot inventé par Brajlon, donc la maison d'édition Brajlon qui ont aussi Milady, qui désigne en fait ce genre, qui désigne l'urban fantasy. Et pourquoi ils ont appelé ça Beatlit? Parce que bite en anglais ça veut dire mordre, et lit littérature, et la littérature morsure. Voilà, ils ont appelé ça Beatlit parce qu'il y avait souvent des vampires, des loups-garous dans ce genre de livre. Et donc c'est de là que vient le mot Beatlit, que moi j'ai j'ai aussi adapté, puisque j'arrive pas à le dire avec mes dents qui me manquent et tout, je dis j'arrive pas, et donc je dis Beatlit avec l'accent du sud, on sait pas pourquoi, et donc Beatlit, c'est plus facile de dire Beatlit que de dire Beatlit. Pour moi c'est plus facile, donc c'est de là que vient la blague. J'ai commencé à dire ça dans mes vidéos au tout début de ma chaîne et c'est devenu une référence un peu sur ma chaîne. J'ai envie de lire de la Beatlit et en même temps j'arrive pas à dire Beatlit en ce moment, parce qu'il me manque une dent là-bas derrière et ça m'empêche de dire Beatlit. Vous entendez le c'est ma dent qui me manque. Vous êtes ravis ou pas? Ça se passe comment? Beatlit. Beatlit. Donc du coup je suis obligée de prendre l'accent de je sais pas où là et de dire Beatlit parce que Beatlit pas faire. Et voilà, il y a plein de genres littéraires différents et qui ont parfois des noms différents, parce que par exemple l'urban fantasy et la Beatlit, c'est pareil en fait finalement, et le fantastique c'est un peu pareil aussi finalement. Vous voyez, la différence c'est pas énorme. Au niveau de la romantasy c'est pareil, et quand on me dit qu'est-ce que tu comptes dans la romantasy, est-ce que pour le challenge romantasy je peux lire ci, ça, en général je vous dis oui pour tout, mais vraiment pour tout, parce que lisez ce que vous voulez, on s'en fiche. Et je vous dis, moi par exemple, quand on me demande où ça a commencé ton histoire de romantasy, je vous dis Twilight, alors qu'en vrai Twilight c'est pas une romantasy, c'est plus une romance fantastique, mais vous voyez ce que je veux dire? J'inclus tout moi dans la romantasy de toute façon. À partir du moment où il y a de la romance et de la fantasy,
c'est bon. On a donc les genres différents qui ont différents noms, les acronymes pour désigner des choses. On a aussi des petits mots. Alors, on a par exemple le mot trope. Qu'est-ce que c'est une trope? On en parle souvent, on dit il y a telle trope dans ce livre, il y a cette trope dans ce livre-là. Donc trope, c'est un mot en anglais, trope, T-R-O-P-E, que moi je traduirais par ficelle, mais en fait c'est pas vraiment ça, parce que c'est un schéma qui se retrouve dans un livre, que vous allez retrouver dans plusieurs livres, qui est commun à plusieurs livres. Donc, exemple, parce que là on comprend rien. Exemple, on a le trope de Only One Bed. Souvent ça vient des termes américains en fait, finalement. Et on essaie de les traduire comme on peut en français. Mais Only One Bed par exemple, c'est il n'y a qu'un seul lit. Donc c'est présent beaucoup en romantasy, cette ficelle, ce petit truc où souvent dans les romantasy, vous allez voir, vous lisez une histoire tranquillou bilou, tout à coup vous allez voir que vos personnages principaux, souvent notre madame et notre monsieur, se retrouvent à voyager, ils doivent dormir quelque part, donc ils vont dormir dans une auberge ou quelque chose comme ça, et manque de peau, il n'y a plus qu'une seule chambre de libre et il n'y a plus qu'un seul lit dans une seule chambre, et donc oulala, ils vont devoir dormir ensemble. Voilà, c'est ça, et c'est ce petit scénario, ce petit truc qui se retrouve dans plusieurs livres, qu'on va appeler une trope, donc une ficelle de romance, une petite scène, un petit scénario comme ça, qui se retrouve dans certains livres, et ça peut être utile de savoir quelle trope il y a dans quel livre, puisque par exemple, si vous êtes fan de telle trope en particulier, par exemple celle-là, où il y a juste un lit et oh là là, la tension, qu'est-ce qui va se passer, vous allez vouloir lire plusieurs livres où il y a ce petit truc-là, ce petit élément. Voilà, les petites ficelles, les petits trucs qu'on retrouve dans les livres, et après il y a différentes tropes. La plupart viennent de mots en anglais, donc je vous dis only one bed, only one horse des fois, donc juste un seul cheval. Ils doivent pareil voyager et ils n'ont qu'un seul cheval, donc ils doivent monter les deux sur le même cheval et... Attention, c'est tous des trucs de romance. D'ailleurs le mot trope, je pense, vient de la communauté romance, vraiment livresque romance. Ça se fait beaucoup en romance de reprendre certaines situations, certains scénarios qui marchent très très bien. Dans la catégorie trope, vous allez retrouver tout ce qui est enemies to lovers. Quand on dit enemies to lovers, c'est que on a nos deux protagonistes qui se détestent au départ, qui sont ennemis et qui vont devenir lovers, donc qui vont devenir des amoureux. Des amoureux. On a friends to lovers, donc des gens qui sont au départ amis, voire meilleurs amis, et qui tout à coup se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, et ça passe de l'autre côté. On a la trope slow burn par exemple, donc là pareil, un terme américain, slow burn. Slow ça veut dire lent, burn c'est brûler, donc c'est une combustion lente finalement. Mais en fait c'est quand dans la romance, nos deux personnages mettent du temps avant de concrétiser leurs sentiments. En fait on voit qu'ils sont attirés l'un par l'autre, on voit qu'il y a quelque chose, mais avant qu'il y ait soit le premier bisou, la première révélation, le premier je t'aime ou je sais pas quoi, il y a de l'attente et ça met du temps et c'est très slow. Et c'est très slow, et la combustion est très lente. et ça c'est une trope qui peut intéresser certaines personnes, notamment moi je l'adore parce que c'est vrai que des fois quand la romance va trop vite, qu'on conclut trop vite, monsieur Jean-Claude Duss. Ce soir, je vais conclure. Hein, si on conclut trop vite, des fois c'est un peu trop vite. Et on s'ennuie, après on n'a plus la même tension, on n'a plus la même dynamique en fait entre les personnages, et ça peut être ennuyant si c'est un peu mal fait. Mais souvent le slow burn c'est super parce que vraiment les personnages se tournent autour et on a cette tension qui te fait agripper ton livre comme ça et tu es là. C'est vraiment les sentiments que tu vas avoir quand tu lis une romance, donc la trope slow burn est très importante pour certains, certaines. Oui, je vous ai pas dit aussi, mais l'inverse de la romantasy, parce qu'on me demande souvent quel est l'inverse, au niveau des genres littéraires, je vous ai dit, il y a de la littérature blanche, des classiques, etc. Mais si jamais vous avez par exemple des romans qui sont juste des romans historiques, sinon si c'est une romance avec zéro fantasy, rien de fantastique dedans, les gens disent plus communément juste romance, mais on peut dire romance contemporaine. Contemporaine, c'est contemporain, ce qui se passe en notre temps, en fait, qui est contemporain en notre temps. Quand ça commence à être d'autres dates, dans le passé c'est historique, et dans le futur ça sera plus du futuristique, de la science-fiction et des choses comme ça. On a aussi l'Uchronie, des choses où c'est le passé mais une autre version de l'Uchronie. Je sais plus la différence entre Uchronie et dystopie. Il me semble que
uchronie, c'est reprendre le passé, donc quelque chose qui s'est vraiment passé dans notre histoire et changer un élément. Donc par exemple, voilà la Deuxième Guerre mondiale, et si il n'y avait pas eu tel personnage, qu'est-ce qui se serait passé? Et là, on décrit la suite. Et la dystopie, c'est plus si le monde changeait, j'imagine, c'est plus futuristique. Dans les dystopies, on est souvent dans le futur, mais il y a eu l'apocalypse, et qu'est-ce qui se passe après l'apocalypse? C'est souvent ça. Donc voilà, différents genres, mais en tout cas, voilà, le contemporain, pour ce qu'il y a de plus basique. Sinon après on peut dire thriller quand vraiment il y a cet aspect thriller, enquête et tout. On peut dire policier quand c'est plus policier. Je sais pas la différence entre thriller et policier, I guess. Policier c'est peut-être... On est vraiment du côté des policiers, I guess. I guess ça veut dire... Je crois, j'imagine, hein, je parle à moitié en anglais, je peux pas m'en empêcher, mais voilà, j'imagine. Quand je dis romance contemporaine, c'est que c'est pas une romantécie, c'est une romance qui se passe dans notre monde, genre par exemple les romances où il y a des joueurs de hockey, et ça se passe aux États-Unis ou en France, ou trucs comme ça, même si ce sont des personnages inventés, ça se passe dans notre monde, il n'y a rien de fantastique, fantasy, et donc... c'est du contemporain. Mon dieu, il y a tellement de mots. Le mot love interest, par exemple, love interest. Donc le love interest dans une romance, ça va être le monsieur ou la madame dont on tombe amoureux, en fait. L'intérêt amoureux, voilà, on appelle ça comme ça en français. Dans une romance, on va souvent avoir un personnage principal, soit on est dans sa tête, soit on est à la troisième personne, mais notre personnage principal va rencontrer une ou plusieurs personnes dont elle va tomber amoureuse, amoureuse, et cette personne est le love interest, donc la personne dont on va tomber amoureuse. Et des fois il peut y avoir plusieurs love interests. Il peut y avoir des love interests qui servent à rien. Donc exemple, là on se retrouve avec un triangle amoureux, c'est aussi un truc, truc de la boucosphère. Le triangle amoureux, c'est quand on a, par exemple, comme dans Twilight, une jeune fille, Bella, qui tombe amoureuse de Edward, mais également elle aime bien ce jeune homme, Jacob, et elle les aime les deux, et elle doit choisir entre l'un et l'autre, et oh là là, le triangle amoureux, voilà, c'est ça le triangle amoureux. Mais les deux sont des love interests, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement être l'amoureux. Les romances LGBT, alors LGBT c'est la communauté LGBT, communauté gay, communauté queer. Queer c'est un mot, ça veut dire bizarre en anglais, mais c'est vraiment un mot qui était très péjoratif et qui était utilisé comme une insulte envers les personnes qui font partie de la communauté LGBT, et après ces personnes ont récupéré ce terme et se le sont réappropriés. Voilà. C'est dur de parler français. En s'appelant eux-mêmes des gens queer, donc des gens bizarres. Donc si vous êtes queer, c'est que vous faites partie de la communauté LGBT. Et donc justement, je parle souvent de romances MM, MF, MMF, MMA, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas MMA. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et c'est les acronymes qui étaient utilisés, je pense, à la base dans les fanfictions. D'ailleurs, le mot fanfiction, c'est une fiction écrite par un fan, et ça va être souvent des œuvres littéraires, ou ça peut être des webtoons, ou des chansons, ou des dessins. Après c'est des fan art plutôt, où ce sera de l'art fait par les fans et qui en fait est imaginé à partir d'un concept, à partir de quelque chose. Par exemple il y a des fan art sur certaines séries de livres, en fait sur presque tous les livres maintenant. Si vous êtes fan d'une série de livres, vous allez trouver des fan art, donc de l'art fait par des fans qui se sont imaginés les personnages et qui les ont créés dans leur art. Et il y a des gens qui écrivent aussi des fanfictions, donc qui écrivent des livres qui sont souvent sur internet d'abord et qui reprennent les personnages d'une certaine série ou des célébrités. Sinon moi je sais que j'ai lu des fanfictions de One Direction, donc le groupe de musique One Direction. Vous avez des fanfictions Harry Potter, donc qui reprennent les personnages de Harry Potter et qui changent totalement l'histoire, qui changent juste un truc dans l'histoire. Donc voilà, c'est tout ça fanfiction. Pourquoi je parlais de fanfiction? Ah oui, parce que je pense que les acronymes viennent souvent de là, puisque quand on cherchait une fanfiction en particulier, on cherchait par trope finalement, on cherchait par genre. En fait, quand tu voulais trouver une fanfiction, déjà tu veux trouver une fanfiction Harry Potter, tu tapes fanfiction Harry Potter. Ensuite tu veux trouver, t'es intéressé par une fanfiction Harry Potter où Harry finit avec Draco Malfoy finalement, où il y a l'intérêt amoureux, c'est entre Harry Potter et Draco Malfoy, il y en a beaucoup. Et donc là tu cherches le mot, alors il y a des mots de ship, alors attendez, oh mon dieu, c'est trop dur tout ça. Les gens de la communauté fanfiction inventaient des acronymes pour que ce soit plus facile à retrouver, mais par exemple, si tu voulais une fanfiction sur ces deux personnages-là qui tombent amoureux, il y avait aussi le nom de ces deux personnages-là en couple,
où on mélange leurs noms et c'est un nom de ship. Alors ship, oh mon dieu, tout le langage de fangirl, c'est compliqué. Donc ship, ça veut dire bateau en anglais, mais ça veut dire aussi un couple qu'on ship, c'est un couple qu'on veut voir ensemble en fait. Donc un ship, c'est voilà un couple qu'on veut voir ensemble. Et donc on a le ship par exemple de Harry Potter et Draco Malfoy, et du coup leur nom combiné ça faisait Drarry, je crois. Ouais, il me semble Drarry, et il me semble que quand tu cherchais Drarry sur certains sites, tu trouvais toutes les fanfictions avec eux en couple. Et du coup, on a créé l'acronyme MM, je sais pas qui l'a créé exactement, d'où ça vient, mais MM pour dire male en anglais, donc mâle, donc homme. Homme/homme, donc ça veut dire que dans la relation de romance, la relation amoureuse, il y a un homme avec un homme. MF c'est male female, donc un homme avec une femme. MMF c'est par exemple deux hommes ensemble avec une femme. Et là c'est une romance polyamoureuse. Alors qu'est-ce que c'est une romance polyamoureuse? C'est quand il y a une romance entre plusieurs personnes, tout simplement, et tout le monde s'aime dans ce petit groupe. Et du coup les acronymes diffèrent parce que quand c'est MMF, c'est que les deux messieurs sont vraiment amoureux et sont engagés ensemble et font des choses ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a du sword crossing. Ça aussi c'est un autre truc, du croisement d'épée, j'en ai déjà parlé, les américaines appellent ça du croisement d'épée. Je vous laisserai deviner quelle est l'analogie avec les épées, ok? Ok. Donc les épées, les messieurs qui ont des épées, voilà, les épées qui se croisent. Et donc c'est pour ça qu'on dit MMF, on a les M qui sont collés, mais des fois on peut dire MFM, et dans ce cas les deux messieurs ne se touchent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent être amoureux l'un de l'autre, ça dépend, mais c'est plus au niveau olé olé plutôt, où les deux sont avec la femme, mais il n'y a pas d'interaction autre entre les deux messieurs. Donc du coup on change de place le M, pour pas qu'il soit collé. Mais vous voyez, voilà, il y a tout un truc comme ça. Au niveau des romances polyamoureuses, donc on peut parler de la romance ou d'une relation qui n'est pas forcément romantique, mais qui peut être poly, où il y a plusieurs personnes. Mais du coup nous on reste dans les romances et on va retrouver cette trope aussi qui paraît beaucoup en ce moment, notamment dans les romantécies, donc qui est le harem inversé. Alors ce mot est pas hyper... voilà, le truc de harem, la connotation du harem déjà, c'est pas trop, ça va pas trop. Donc les gens arrêtent petit à petit de vous dire harem inversé, mais en gros harem inversé c'était qu'un harem à la base c'est un monsieur qui a plusieurs femmes, et on dit inversé parce que souvent dans les romantécies c'est une femme qui a plusieurs messieurs, donc plusieurs love interest qui sont tous amoureux d'elle. Et donc à la place, les gens disent plutôt why choose en anglais, donc pourquoi choisir en fait. La traduction littérale c'est pourquoi choisir, parce que plusieurs love interest. Je vous avais parlé du triangle amoureux où on a deux messieurs et oh là là je sais pas qui choisir. Et ben dans le cas d'une romance polyamoureuse ou d'un why choose, et ben la jeune femme ne choisit pas. Au final elle a plusieurs love interest et ils vont tous être dans une relation polyamoureuse. Alors après les dynamiques peuvent varier, hein. Vous pouvez avoir un why choose où il y a du sword crossing, où les messieurs entre eux aussi sont amoureux. Sinon vous pouvez avoir des white shoes où les messieurs peuvent pas se saquer entre eux, hein, mais ils sont tous amoureux de la jeune fille, donc voilà, ils adaptent leur relation en conséquence, I guess. Puisqu'on est dans les termes olé olé, on va partir dans le olé olé. Alors moi je dis olé olé parce que comme ça au moins YouTube ne va pas me démonétiser. Si jamais YouTube démonétise cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Parce que... au secours. Mais du coup, moi j'ai dit olé olé, voilà, pour que ce soit plus compréhensible et plus family friendly. Donc family friendly, ce serait... Bref, j'en peux plus de traduire aujourd'hui. Et donc du coup, vous allez beaucoup retrouver des gens qui vous font des recommandations de livres et qui vont vous dire soit ce livre est olé olé, soit ce livre est spicy. Spicy, ça veut dire épicé. Voilà, en anglais, donc il y a des épices. S'il y a des épices, c'est parce que c'est un petit peu hot, you know, c'est épicé. Ou soit il y a des personnes qui vont vous dire, dans ce livre, il y a du smut. C'est pareil, c'est un acronyme qui a été inventé sur internet. Je suis pas exactement sûre de l'acronyme de chaque lettre, mais j'ai vu ça sur la chaîne d'une copine américaine qui est Bex de Bex Reads. Elle avait parlé de smut, elle avait laissé un commentaire sur Instagram et elle disait que smut ça voulait dire sexual material unintended for teenagers, donc du contenu
sexual, non conseillé ou non intentionné, pas intentionné, donc qui n'est pas fait pour les jeunes, ok, teenagers, les jeunes adultes ou les enfants par exemple, donc du contenu comme ça qui n'est pas fait pour les enfants, donc du smut. Donc quand on vous dit du smut ou du smut, si on veut la prononcer à la française, j'ai déjà vu j'ai vu une vidéo, une fille qui disait le smut, alors du coup ça m'a tué d'entendre ce U, mais voilà, le smut, du coup c'est ça, c'est ce genre de contenu. Et on va vous dire ça, quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut... Sinon sur les livres ils vont vous mettre des flammes ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils mettent comme truc maintenant les maisons d'édition, mais en tout cas si on vous parle de smut, c'est ça, c'est le spicy, c'est le olé olé, c'est le contenu. Ok. Quoi d'autre? Donc j'en étais à trope, MM. Le world building, pareil, ça c'est tout des traductions de termes américains. Donc quand on vous parle du world building, c'est world c'est le monde et building c'est construire. Donc c'est la construction du monde de fantasy. Souvent on vous parle de ça en fantasy parce que dans notre monde il n'y a pas de construction de monde, c'est notre monde en fait. Mais quand on vous fait tout un nouveau monde de fantasy qui est inventé, on va vous dire ah le monde inventé a vraiment été bien fait, a vraiment été bien imaginé, l'auteur ou l'autrice a vraiment fait attention à tel et tel détail, et vraiment le world building, la manière dont l'auteur ou l'autrice a construit ce monde de fantasy est vraiment bien. Voilà, donc on va vous parler de ça, on va vous parler de système de magie aussi, magic system, every time, magic system, à chaque fois que je dis magic system, je pense à ça. Magic system. J'ai les chansons en tête à chaque fois. Mais donc les Américains disent le Magic System pour dire le système de magie. Donc c'est juste comment l'auteur ou l'autrice a inventé son système de magie. Vous allez voir suivant la fantasy, des fois il y a des gens qui ont de la magie des éléments. J'aime bien quand c'est ça d'habitude. C'est-à-dire de la magie qui a rapport avec le feu, l'air, l'eau, vous voyez, des choses comme ça, et les manipulations des éléments. Et des fois il y a des magies qui sont complètement inventées, et un système magique comme ça qui est complètement inventé, sorti de la tête de l'auteur et qui a demandé vraiment beaucoup de travail. Et donc les gens qui vont vous faire une review, donc une chronique d'un livre, vont vous dire ouais, le système de magie a été super bien inventé, super bien réfléchi. On peut vous parler de mythologie aussi, quelle est la différence dans du fantastique de la mythologie. La mythologie, je pense que ça a plus rapport avec ce qui est les dieux, donc tout ce qui a rapport avec la religion, I guess, et du coup on peut inventer une mythologie, par exemple si on est dans un monde de fantasy. Corrigez-moi si j'ai tort au niveau du terme mythologie, mais je pense que c'est le système religieux, I guess. Pas sûre hein, sur mes termes, mais bon, c'est comme ça que j'ai compris. Des fois je vous parle de romantasy médiévale, je vous dis que je suis en train de lire une romantasy médiévale. En fait c'est juste que le monde de fantasy qui a été inventé est très très proche de notre monde médiéval. Donc on va pas avoir de nouvelles technologies en fait. Dans ce monde de fantasy, on se déplace à cheval, on a des chevaliers, des rois, souvent la monarchie, on a des châteaux, etc. Quelque chose qui se rapproche de notre époque médiévale à nous. Nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Donc voilà, parce que quand je vous dis romantasy médiévale, c'est plus dans ce style-là. Sinon, il y a des romantasy qui sont un peu plus futuristiques et qui sont un peu plus modernes aussi. Après, il y a tous les termes de la fantasy aussi. Au niveau des créatures, on me demande quelle est la différence entre un dragon et un wyvern. Tout ça, c'est des créatures fantastiques qui ont été créées dans les mondes de fantasy et qui ont tous leurs petites définitions. Il y a des dictionnaires, il y a des livres comme ça qui vous expliquent toutes les créatures fantastiques. En tout cas, je crois que la différence... Je sais plus, mais je crois que la différence entre un dragon et un wyvern, je crois que le dragon a 4 pattes et 2 ailes, et que le wyvern a 2 pattes arrière et pas de pattes avant et des ailes. Je crois que c'est ça la différence entre un dragon et un wyvern. Ça c'est des créatures fantastiques qui ont été inventées et il y a des définitions par les personnes qui ont inventé ces choses-là. Ensuite on vous dit souvent il y a de la représentation pour... ça on revient au truc des tropes où on va vous présenter un livre et on va vous dire alors déjà c'est une romantasy, on vous dit le genre à peu près pour que vous voyez à peu près dans quoi vous vous lancez. On vous dit par exemple il y a telle et telle trope, il va y avoir cette petite scène avec le cheval ou ce petit truc que tout le monde aime bien et tout, donc ça donne envie de lire. Et on va vous parler des représentations, donc on va vous parler de ce qui
de ce qui est représenté en fait dans ce livre, et des choses qui sont très très importantes pour les gens qui sont pas dans la norme du coup et qui recherchent ce genre de représentation. Donc on va avoir de la représentation pour des personnes LGBT déjà, on va vous dire, donc ça c'est un MM, donc tu vas lire une histoire avec une romance où il y a deux hommes qui tombent amoureux, donc trop cool si t'as envie de lire ça et si c'est ce que tu recherches. On va te dire là il y a de la représentation pour maladie mentale, par exemple dans La Forge des Secrets de Trisha Levenseller, c'est une romantécie young adulte, alors pareil, young adulte, young adulte c'est jeune adulte, donc c'est une romantécie avec une histoire qui a été faite et qui est appropriée pour un public jeune adulte. Voilà, après quelle est la tranche d'âge jeune adulte, je sais plus. Et souvent on dit jeune adulte quand il n'y a pas de contenu type smut, etc. ou pas trop de contenu choquant, violent, etc. C'est plus adapté à un public plus jeune. Donc là c'est du young adulte, de la romantécie, et on a de la représentation pour maladie mentale. On a une jeune femme, notre personnage principal féminin, qui a de l'anxiété sociale. Comme moi, c'était très important pour moi de voir ça dans une romantécie parce que je me suis reconnue et voilà, ce genre de représentation c'est très très important. Et après tout peut être représenté, toute anomalie entre guillemets, sachant que je suis une énorme anomalie à moi toute seule hein, déjà. Donc voilà, tout ça peut avoir de la représentation dans les livres et c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est important pour les personnes qui veulent se retrouver dans ces livres. Du coup on parlait de personnage principal féminin, personnage principal masculin, vous allez souvent retrouver les termes en anglais, donc FMC, MMC, FMC c'est Female Main Character, personnage principal féminin, donc nous ce serait PPF, mais personne dit PPF, tout le monde dit FMC. Voilà, et MMC c'est Main Male Character, donc personnage principal masculin, ce serait PPM pour nous. Voilà, c'est des acronymes juste pour désigner des choses dans les livres. On va avoir par exemple comme une trope, oui on me demandait ce que c'était morally grey, donc c'est une trope où on a un personnage qui est morally grey, donc en anglais c'est moralement gris, donc c'est-à-dire on va être avec un personnage qui n'est ni gentil ni méchant. En fait, on a souvent les gentils, les méchants, des personnages qui sont entièrement gentils, entièrement bons et vraiment voilà les héros, et on a les méchants, les vilains qui font du mal, etc. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Il y a certaines personnes qui vont rechercher l'entre-deux et le petit mélange des deux qui est très intéressant aussi et qui est très intéressant à étudier psychologiquement en fait. Et du coup on va avoir un personnage morally grey, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement blanc, pas totalement noir, il est gris. C'est pas totalement un héros ni un vilain, c'est entre les deux. Et souvent ça va être le love interest, notre monsieur, dont la jeune femme va tomber amoureuse, qui est peut-être un méchant au début, peut être perçu aussi comme un méchant, peut être le méchant de l'histoire, et finalement on se rend compte qu'il est pas si méchant que ça. Petit exemple dans la série de Vampire Diaries, si vous connaissez Damon Salvatore, vous savez que c'est le méchant au début, et puis petit à petit on se dit oui il a tué tout le monde, oui bien sûr, oui, mais I don't care, je l'aime quand même, c'est pas grave, il est beau. Un peu ça aussi. Je viens de penser à un truc parce que j'ai acheté les marque-pages romantécies et à la fin il y a la fameuse phrase Who did this to you? C'est une phrase qu'on retrouve beaucoup dans les romantécies en anglais, donc c'est une phrase en anglais. Who did this to you? Ça veut dire qui t'a fait ça? Qui est-ce qui t'a fait ça? Et souvent c'est une trope. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les romantécies où on a souvent notre personnage masculin qui découvre que la jeune fille soit a été blessée, soit a des cicatrices. Et au début il est censé, voilà, c'est le monsieur, on rappelle dans les Enemies to Lovers, il est censé la détester et tout, il se chamaille tout le temps, mais tout à coup il voit ses cicatrices et il devient super méchant et il dit Who did this to you? Et on fangirl parce qu'on se dit oh là là, il devient protecteur et tout, il veut. Et après en général d'ailleurs le monsieur, après avoir dit Who did this to you, la jeune fille lui dit c'est machin qui m'a fait mal. En général machin finit zigouillé. You know, le monsieur il va zigouiller la personne qui a fait du mal à notre jeune fille parce qu'ils sont pas contents. Et on se dit oulala, ça veut dire qu'ils sont amoureux, oulala. Bref voilà, ça vient de là le Who did this to you?
On a aussi le terme binger. Binger, c'est un terme américain, donc to binge, c'est dévorer. En fait, dévorer compulsivement, mais vraiment compulsivement. Bon, à la base, je pense que c'était pour la nourriture, manger compulsivement. Et on dit binger une série, donc binger une série de livres, c'est-à-dire lire compulsivement le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la suite, en fait, sans s'arrêter. Sinon, on a le terme cliffhanger aussi, c'est un terme en anglais. Du coup, cliffhanger, cliff, c'est la falaise, et hanger, to hang, c'est pendre, se pendre. Donc être pendu à la falaise, littéralement imaginez un Gugus qui est pendu à une falaise, s'il lâche, il tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, c'est ça le principe d'un cliffhanger. Et le cliffhanger en fait dans le milieu littéraire, c'est quand il y a un suspense, souvent à la fin d'un tome, un tin-tin-tin à la fin, et on vous laisse sur un cliffhanger. Donc on vous laisse accrocher à la falaise comme ça. Et on vous dit pas si le monsieur il est tombé, si le personnage est tombé ou ici il s'est relevé, on sait pas, c'est un cliffhanger, voilà. C'est comme ça que je pourrais vous décrire ça. Ça me fait penser à un truc, vous savez quoi? La pire référence, c'est là qu'on voit que je suis vieille, ça me fait penser à Plus belle la vie. C'était une série, mais c'était vraiment une série, un feuilleton sur France 3 là, qui se passe à Marseille, vraiment le truc le plus kitsch et le plus français de l'univers. Et bref, je regardais ça quand j'étais petite et je m'en souviens qu'il y a eu un cliffhanger qui était littéralement un cliffhanger dans Plus belle la vie. Spoiler pour Plus belle la vie, je sais pas quelle saison d'ailleurs, désolée, je vous parlerai de spoiler après. Mais je me souviens qu'à un moment il y avait un épisode et une saison carrément, donc la saison se terminait là. Si on voulait le prochain épisode, fallait attendre plusieurs mois, avec un personnage qui tombait d'une falaise. Et on savait pas s'il était tombé d'une petite falaise et genre ça va, ou s'il était mort du coup. Et je m'en souviens vraiment, un réel cliffhanger, genre on était vraiment au bord de la falaise en train de se dire... Hello, are you okay? En parlant de spoiler, le mot spoiler, pareil, c'est un mot américain anglais. To spoil, c'est quelque chose qui est spoil. Déjà, ça peut être quelque chose qui est périmé, quelque chose qui est pourri. En fait, finalement, ça veut dire pourri. Quand on dit que quelqu'un est pourri gâté, par exemple, en anglais, on va dire you are spoiled. You are spoiled, c'était pourri gâté en fait, voilà, ou une nourriture qui est spoil, c'est une nourriture qui est périmée ou qui est pourrie, voilà. Et donc to spoil, spoiler quelqu'un et faire des spoilers, c'est pourrir le groove de l'empereur. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. C'est pourrir la révélation pour quelqu'un, c'est révéler avant que la personne sache. En fait, par exemple, on reste sur un cliffhanger, la personne ne sait pas ce qui s'est passé, et il y a une autre personne qui sait, qui a lu le tome 2 et qui sait en fait, ah, le monsieur il est pas mort, vous voyez, et qui va aller vers la personne qui sait pas et qui va lui dire, t'inquiète, le monsieur il est pas mort. Et l'autre va lui dire, bah non mais tu m'as spoilé, parce que moi je voulais découvrir ça dans le tome 2 tout seul. Par moi et être surpris par moi-même, et là tu m'as spoilé le truc, c'est-à-dire que j'ai pas découvert par moi-même et donc du coup tu m'as pourri mon groove là. Et donc voilà, c'est ça c'est comme ça que j'explique les spoilers. Au niveau des livres, du livre en soi, au niveau de la méthodologie du livre en soi, il y a beaucoup de mots et qui viennent de l'anglais aussi qui sont incompréhensibles, donc on a un livre, ceci est un livre. On a des livres hardback. Donc le mot en anglais c'est hardback et paperback. Alors hardback c'est un livre en dur, comme ça, avec une couverture dure. En français ça s'appelle un livre relié, puisqu'il est relié là, I guess. Je sais pas pourquoi ils appellent ça relié. Un livre relié, hardback. Et le contraire, c'est un livre broché. En français on dit broché. Je sais pas pourquoi exactement, et en anglais on dit paperback, donc c'est un livre souple comme ça qui n'a pas de couverture dure, et eux c'est ça, c'est couverture dure ou couverture paper plutôt, bref voilà, nous on dit relié, broché. Ensuite, un livre est un livre qui a des pages super magnifiques. On a une couverture, ici c'est la couverture, je crois que ça c'est la 4e de couverture. Je sais plus c'est quoi la première et la 3e de couverture, ne me demandez pas par contre. Je crois que c'est les trucs à l'intérieur, bref.
4e de couverture, mais là on va dire la couverture, là on va dire, on peut dire le dos, on peut dire la 4e de couverture parce que souvent on va dire que ça c'est le dos. Ça c'est le dos, à ne pas confondre avec la tranche qui est ici. Donc ça c'est la tranche, c'est le côté des pages, le dos c'est le côté où il n'y a pas les pages. Ok, oui, non mais moi aussi je savais pas. Moi aussi je savais pas. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Mais souvent on va vous parler des éditions spéciales. Donc ça par exemple c'est une édition spéciale, c'est un livre qui est sorti avec un peu moins de fioritures que ça. Voilà, qui a été très simple en papier, juste avec une couverture simple et rien. Et là c'est une édition spéciale de chez Fairyloot. Donc déjà il est en hardback, donc couverture dure. Ensuite on a une dust jacket sur le livre, donc on peut enlever, qu'on appelle en français une jaquette, I guess. Oui, une jaquette. Une jaquette, donc c'est du papier pour protéger le livre, I guess, ou pour faire différentes couvertures aussi. Donc ça c'est la dust jacket. En anglais ils disent dust jacket parce que c'est la jaquette à poussière. Dust c'est poussière. Donc c'est anti-poussière en fait finalement. C'est bien parce que ça protège le livre de la poussière et après tu peux la retirer. On peut avoir la couverture, quand on vous dit reverse de la dust jacket, c'est ici. Donc c'est à l'arrière de la dust jacket, on peut avoir une autre couverture. Ensuite là on a le livre avec sa couverture, comment ils disent? Ils disent naked hardcover, ils vont dire en américain, donc ils vont dire le livre tout nu. Voilà, donc le hardcover tout nu, la couverture toute nue. Ensuite on va vous parler ici des pages et des décorations des pages, donc quand les pages sont peintes. Il y a différentes techniques pour peindre les pages, mais en tout cas quand elles sont peintes, en anglais on va appeler ça des sprayed edges, donc c'est pour ça que je disais ça au départ, parce qu'il n'y avait pas de mot, je sais pas si le mot a été inventé récemment en français, mais en tout cas on a commencé à l'utiliser récemment en français, mais en tout cas sprayed edges en anglais, parce que les edges c'est le edge, c'est le bout, le bord. Cette vidéo elle dure déjà 1 heure, c'est beaucoup trop. Donc l'edge c'est le bord, the edge c'est le bord, et donc les bords qui sont sprayed, en fait on disait sprayed pour un spray, parce qu'il y a une technique qui fait que c'est fait avec un spray de peinture. Sinon on dit painted edges, donc qui sont peintes, des bords qui sont peints. Il y a aussi deckled edges, ça c'est les bords qui sont deckled, c'est très particulier, c'est-à-dire que les pages sont pas coupées à la même hauteur. Et ça va vous faire un effet un petit peu livre vieilli, que moi j'aime pas beaucoup, je vois pas l'intérêt, mais c'est un des effets des livres. Il y a ça par exemple sur la version hardback, la version reliée de Sorcery of Thorns en français. Vous voyez que les pages sont... ça fait une texture très très bizarre, parce qu'en fait les pages ne sont pas coupées toutes à la même hauteur, et donc ça fait une espèce de texture comme ça, livre ancien, des livres pas totalement finis, pas industriels et tout, et donc vous voyez ça fait cet effet là, alors que là c'est tout bien coupé, là ça fait cet effet là. Donc ça c'est deckled edges. En anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Je peux pas vous dire ça par contre. Donc sprayed edges, ça vient de là, donc c'était les trucs qui étaient sprayés, ou painted edges, en tout cas ils disent les edges, les bords. Nous on appelle ça la tranche, et on dit pas la tranche peinte ou la tranche sprayée, ni rien. On appelle ça le jaspage. Donc les pages jaspées, ça doit avoir rapport avec la peinture, le jaspage. Les pages qui sont jaspées, donc qui ont de la peinture dessus. Voilà. Je peux pas vous dire l'origine du mot, mais en tout cas j'ai appris qu'on disait ça en français, le jaspage. Donc quand je vous parle de jaspage, c'est la peinture en fait sur la tranche, sur les tranches. Je sais pas si ça s'appelle des tranches. Tranche du haut, tranche du bas, je sais pas. Dites déjà tout ça, et après on vous parle de end papers aussi. Les end papers, c'est ceci, cela. Donc en américain, enfin en anglais, ils disent end papers, donc les papiers de la fin. Donc les papiers, mais en vrai ouais voilà, les papiers ou les pages, les couvertures qui sont à l'intérieur. Donc nous on appellerait ça la première de couverture peut-être. Je sais pas exactement, la première de couverture, la dernière de couverture, est-ce que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais en tout cas c'est les fins, c'est les dernières pages, c'est la dernière page. Et là c'est la dernière page. Avec qui va sur la couverture en fait. Ils appellent ça des end papers.
Même au début c'est le end papers hein, par contre parce que c'est du début, enfin c'est la fin du début et la fin de la fin. Je ne comprends rien. Donc voilà, je vais remettre la jaquette. La jaquette. Voilà, c'est ça les termes de la méthodologie du livre. Compliqué ces histoires, c'est compliqué. Mais une fois que vous savez, après c'est bon, vous comprenez tous mes vlogs après. Je vous parle souvent aussi des enjeux, des stakes. Je vous dis ça en anglais parce que je trouvais pas le mot en français. Donc je vous dis, oh il y a beaucoup de stakes. Ils disent ça en anglais, donc c'est les enjeux. Souvent c'est dans un roman de fantasy où il y a des enjeux. C'est quand je vous dis, il y a de l'action en fait, et il y a du suspense, et il y a des guerres et des choses qui vont se passer et de la tension, et c'est là qu'on a les enjeux en fait, des enjeux politiques, des choses comme ça qui amènent de la tension. Donc je vous parle souvent des stakes, et en fait c'est note les steaks, genre les steaks hachés. Donc je vous parle souvent de ça pour différencier les différents types de fantasy aussi, puisque on nous parle souvent aussi de cozy fantasy ou de dark fantasy. Donc dans le royaume de la fantasy, dans le genre de la fantasy, ou même de la romantasy, on peut avoir des cozy romantasy. Cozy, c'est un mot en anglais encore une fois qui veut dire doudou, c'est comme cocooning, c'est mignon, doudou, réconfortant. J'imagine que c'est ça la traduction, mais je suis vraiment pas traductrice. Quand on est dans une cozy fantasy, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de steak. Je veux dire steak tout le temps maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il n'y a pas beaucoup de stakes. Donc on est dans une cozy fantasy où il n'y a pas de guerre en particulier, il n'y a pas d'enjeux politiques, il n'y a pas de suspense, de mort, de trucs comme ça. On est souvent dans des cozy fantasy où on est des gens qui vivent leur petite vie, qui ouvrent un petit magasin et qui font leur petite vie et qui tombent amoureux et qui juste font leur petite vie mais dans un monde fantastique, fantasy, dans un autre monde. Et il n'y a rien de grave qui se passe, en gros c'est ça. Et la dark fantasy, ça va être dark, c'est sombre, donc ça va être avec plus des choses sombres, donc des morts, de la guerre, voilà, c'est là qu'on parle aussi de trigger warning. C'est vrai qu'on a ça. Les trigger warnings, ou qui vont être abrégés par TW, c'est des avertissements de contenu, donc des avertissements de choses. Donc warning c'est avertissement, trigger, quelque chose qui vous trigger, c'est quelque chose qui peut vous toucher, provoquer une mauvaise réaction, I guess, parce que trigger c'est vraiment, c'est déclencher en fait, ça veut dire déclencher, de trigger sur une arme, c'est la, comment on dit, la gâchette? Pourquoi on dit la gâchette en français? Bref, trigger, pull the trigger, c'est déclencher, déclencher quelque chose, donc trigger warning c'est avertissement, ça peut vous déclencher une mauvaise réaction. Donc là on va vous prévenir sur certains contenus dans plusieurs livres, ça peut être aussi dans du contemporain, dans plein de choses. On va vous mettre des trigger warnings qui peuvent être parfois considérés comme des spoilers parce que c'est vraiment des choses qui se trouvent dans l'histoire, et des fois on va vous dire par exemple dans ce livre là on parle de quelqu'un qui est mort, et par exemple on va vous parler du papa de quelqu'un qui est mort par exemple, et donc attention si vous êtes sensible à ce sujet parce que par rapport à votre vie personnelle c'est un truc sensible pour vous, ne lisez pas ce livre, faites attention, et comme ça vous pouvez éviter d'être trop touché par certains trucs. Mais après ça peut être un spoiler parce que du coup on sait que le papa, you know, quick. Moi je pense que les trigger warnings sont très très importants parce que chacun sa sensibilité et on peut être sensible à certains trucs, et il y a vraiment dans tous les médias en fait, il y a des films et des choses que j'ai vues, que j'ai consommées au niveau média que je regrette d'avoir vu parce que ça m'a traumatisée, enfin ça m'a provoqué mauvaise réaction. Et si j'avais su avant que dans ce film il y avait tel truc, je l'aurais pas regardé en fait. Donc voilà, ça sert à ça les trigger warnings, et les trigger warnings dans les livres aussi. Pourquoi je parle des trigger warnings? Ah oui, dark, parce que dans la dark, par exemple dans la dark romance, dans les dark fantasy, on a beaucoup de trigger warnings puisque c'est des... la dark romance, pareil, ça peut choquer certaines personnes, se dire oh là là mais pourquoi écrire un sujet, il y a même de la romance tabou où c'est vraiment des sujets tabous en fait, et c'est fait exprès, on écrit sur ça exprès. Quel est l'intérêt? C'est d'étudier ça psychologiquement et de... Voilà, l'intérêt c'est d'étudier, de développer là-dessus et de voir le pourquoi du comment.
pourquoi ces choses se passent en fait, ou se passent pas, hein, c'est mieux, mais vous voyez. Donc voilà, et c'est pour ça que la dark romance c'est compliqué, parce que ça va tomber entre les mains peut-être de plusieurs personnes qui veulent pas forcément lire des choses comme ça, mais souvent dans de la dark romance il y a des sujets soit tabous, soit des sujets compliqués, de la violence, je vous dis la mort de quelqu'un, des choses comme ça. C'est ça le débat sur la dark. Et sur la dark fantasy, ce sera pareil, ce sera des fantaisies avec de la guerre, des personnages qui meurent, des trucs traumatisants, des trucs voilà, des trucs très sombres et gore et tout ça. Et c'est l'inverse de la cozy fantasy où c'est tout mimi. Voilà. Par exemple, je viens de recevoir ce livre-là de la part d'Océane, attendez. Je l'avais mis sur ma wishlist, donc c'est The Baby Dragon Café, et c'est une dame dans un monde de fantasy qui tient un petit café dans sa culotte, un petit café, qui est destiné aux bébés dragons. Donc ses clients, c'est des bébés dragons, des trucs comme ça. Des bébés dragons qui viennent pour prendre leur petit café. Voilà. Voilà, et il se passe ça dans ce... Et le seul truc un petit peu, oh là là, l'intrigue en fait, hein, l'intrigue du livre, c'est qu'il y a un petit bébé dragon qui fait tout n'importe quoi, alors que le monsieur il est jardinier et le bébé dragon il fait que de manger toutes ses plantes. Donc le monsieur il est là, ah là là, j'en ai marre, donc il va aller au Baby Dragon Café et demander, ah là là, est-ce que tu peux m'aider avec mon bébé dragon qui est complètement zinzin? Voilà, c'est ça la cozy fantasy. J'adore. Je dis j'adore, mais finalement je lis plus de dark fantasy que de cozy fantasy, parce que c'est pas que j'aime bien le contenu, j'aime bien ce qui se passe, mais j'aime bien analyser, j'aime bien l'analyse et j'aime bien les réflexions qu'il y a derrière tous ces sujets un peu plus dark du coup. Le slow burn, le enemies to lovers, on a le truc de dom sub aussi, parce que récemment je vous ai parlé, mais ça c'est des termes plus de la communauté de romance et même de la communauté olé olé plutôt hein, mais je vous ai parlé de ce livre là, et dans les trigger warnings au début on nous dit qu'on a une légère dynamique dom sub dans ce livre là, qui est très légère, mais c'est un truc rapport avec le olé olé, et disons que dans les scènes olé olé, il y a un personnage qui domine l'autre, voilà, qui prend le dessus sur l'autre, bien sûr avec du consentement, enfin là-dedans, hein, bien sûr avec du consentement. Des fois il n'y a pas de consentement, hein, des fois voilà, c'est souvent, il y a même des romances qui existent où il n'y a pas de consentement, et c'est fait exprès, c'est un kink, je sais pas comment vous expliquer le mot kink, mais dans la romance, dans la dark romance, il y a vraiment des trucs où des fois, il y a des trucs qui sont pas consentis, mais exprès, donc qui sont au final un peu consentis au début, mais ils disent ok on est d'accord on fait ça, mais je fais semblant de pas être consentante. Vous voyez, il y a des trucs comme ça des fois. Bref, des tonnes de choses dans la romance, vous voulez pas savoir. Vous voulez pas savoir. Mais très intéressant à étudier aussi, remarquez, au niveau psychologique. Mais donc ici, tout mimi, tout doudou, d'ailleurs je vous la recommande encore une fois, c'est une romantécie MM, donc avec deux monsieur qui tombent amoureux, et romantécie, donc romance fantasy. Et on a des chats magiques qui parlent, qui sont des gros chats, des chats géants qui parlent, et on a un petit chien qui parle pas. Mais qui est trop mimes. Et bref, incroyable. C'est à moitié cozy fantasy parce qu'il n'y a pas trop de stakes, il n'y a pas trop d'enjeux, mais il y a quand même assez d'enjeux pour qu'il y ait du suspense, et à la fin tu te dis oulala, ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est le parfait mélange entre les deux, bref. Mais du coup le truc d'homme sub, c'était que dans la relation entre les deux monsieur, il y a un moment, c'est consenti, ils font ça parce qu'ils aiment bien, ok, parce que les deux veulent ce type de relation, et il va y avoir un personnage qui prend un petit peu le dessus sur l'autre, et voilà, c'est un truc qu'ils aiment bien, et voilà. Et ça c'est des kinks, et c'est des trucs qui font partie de la romance, de la relation, ça peut faire partie de la relation en soi, hein, carrément, pas forcément au niveau olé olé, ça peut vraiment faire partie de toute la relation. J'ai vu des livres où on parlait de relations comme ça, d'homme sub, où c'était un truc qui se passait pas que pendant les scènes olé olé, mais aussi dans toutes leurs relations, dans leur vie de tous les jours, parce que c'est des personnes qui ont besoin de ça, en fait, suivant certains traumas qui se sont passés dans leur vie, des choses traumatiques et tout, donc vraiment c'est très intéressant à étudier psychologiquement, mais voilà, c'est ça quand on parle de dom sub, si jamais. Mais là, je suis démonétisée, là, là, je suis démonétisée, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait VOVF aussi, quand je vous parle de VOVF, là par exemple,
C'est une VF, donc en fait c'est un terme, moi j'ai vu ça à partir... Enfin, hello, je sais plus parler. La première fois que j'ai vu ça c'était dans les séries et les films, parce que je regardais des séries en sous-titré, voilà, et donc on disait voix originale, VO, et voix française. Voilà, pour la voix qui est par-dessus, qui est la voix française, et la voix originale. En fait, originale, du coup, ça peut être n'importe quelle langue. On pense souvent à l'anglais, parce que nous, on regarde souvent des trucs anglais, ou on lit souvent des trucs en anglais. Mais ça peut être n'importe quelle voix originale, donc le langage d'origine, et par-dessus, il y a les voix françaises. Donc on reprend ça aussi pour les livres, on dit un livre en VO, c'est un livre qui est écrit dans la langue d'origine. Et un livre en VF, c'est un livre qui est traduit en français. J'ai été concise sur celui-là, c'est pas mal. Le age gap par exemple aussi, c'est une trope. Le age gap, c'est un terme anglais, américain anglais, qui veut dire différence d'âge. Voilà, donc gap c'est le trou. Note le trou. C'est l'écart. Voilà, l'écart d'âge, donc l'écart d'âge. Donc voilà, parfois il y a ça comme trope dans les romances où nos personnages ont un écart d'âge, ont pas le même âge, et parfois un écart d'âge hyper élevé. Il y a la found family aussi dont on vous parle souvent, c'est une trope très connue et très appréciée, puisque c'est quand dans un livre en fait on va se retrouver avec plusieurs personnages qui vont former une petite famille, cette ambiance petite famille et tout, et on dit found family en anglais, donc une famille qu'on a trouvée. Found c'est trouver, to find, hein, trouver. Note me qui suis une prof d'anglais finalement. Au secours. Mais found family, famille qu'on a trouvé, une famille qu'on a trouvée, puisque souvent ça peut être quelque chose qui vous parle aussi dans la vraie vie, mais il se peut que voilà, soit votre famille est très très bien aussi, et vous pouvez aussi vous trouver une found family, donc c'est-à-dire une famille en dehors de votre famille de sang en fait, soit votre famille est pourrie aussi, et vous pouvez vous trouver une autre famille c'est des personnes qui sont pas forcément related to you, comme on dit en français, qui ne partagent pas le même sang, ok, qui n'ont pas de lien de sang avec vous, mais qui font partie de votre famille parce que vous les aimez tellement, ils font partie de votre famille. Donc c'est ça une found family, c'est une famille recomposée finalement où les personnes n'ont pas de lien de sang mais se sentent comme une famille en fait, et c'est très mignon et c'est très bien comme troupe, très très bien, voilà. Un spin-off aussi. Alors, une série spin-off, par exemple, ceci, c'est une série spin-off d'une autre série. Donc, Helen Schwerer, c'est l'autrice qui a écrit la série Blood and Steel, donc les légendes de Tesmar, qui est dispo chez Corrigan, qui est trop bien, une de mes séries favorites. Mais donc, c'est sa série d'origine qu'elle a écrit, une série de romantasy avec des personnages, et on suit les mêmes personnages et tout et tout. Ici, c'est la série spin-off. Spin, c'est tourné, et off, c'est... en dehors, tourner en dehors. Je vois pas trop le rapport, mais bref. En gros, c'est une série qui fait partie du même univers, mais avec des personnages différents. Donc quand on vous dit un spin-off, par exemple le spin-off de Star Wars, ah non mais je connais pas Star Wars, donc je sais pas dans quoi je m'engage. D'ailleurs on est toujours dans Star Wars, mais on suit un autre personnage, ok. On peut avoir ça dans des duologies par exemple. Alors une duologie c'est 2 livres. Une trilogie, c'est 3 livres. En fait, c'est une série de livres. Donc, un stand-alone en anglais, c'est tenir debout tout seul. Littéralement, l'emoji qui est debout tout seul. Sinon, on dit un one-shot en anglais. Donc, one-shot, c'est un tir. Les Américains, bref. Ah zut, je sais plus, je savais le terme français. Si jamais vous retrouvez, ou si moi je retrouve au montage, je vous dirai. Mais donc, bref, quand on a un livre tout seul, début, fin, t'as la fin à la fin, ok. Et après, t'as des séries de livres qui sont super longues avec plein de tomes. Et t'as des duologies où t'as juste 2 tomes. Et la fin, c'est au tome 2. Et t'as des trilogies où t'as 3 tomes. Et la fin, c'est au tome 3. Des quadrilogies, je sais pas si on dit des quadrilogies, mais souvent dans les romantasy on vous fait plusieurs duologies qui sont des spin-offs, et ça c'est ce que j'adore par exemple chez Danielle Ed Jensen, qui est une de mes autrices romantasy préférées, qui reste toujours dans le même monde de fantasy, mais qui va changer de couple à chaque duologie en fait. Ça se fait beaucoup aussi dans la romance contemporaine où on est vraiment avec le même groupe d'amis, le même setting et tout. Setting c'est l'emplacement. De l'histoire, le décor en fait, voilà, et qui va changer de couple au fur et à mesure des tomes.
Et donc dans la romantécie, par exemple chez Daniel L. Jensen, on a des petites duologies, donc on a 2 tomes qui parlent d'un couple. Après c'est fini pour ce couple au tome 2, mais le tome 3 et 4 va parler d'un autre couple. Et après ce sera fini pour ce couple. Et le tome 5 et 6 va parler d'un autre couple, ok. Carissa Broadbent fait ça aussi. Je fatigue. Je suis en train de fatiguer. C'est dur d'être maîtresse, dire que je voulais être maîtresse. Parlons de maîtresse, rien à voir, mais mon père était professeur des écoles. Et donc, du coup c'était le maître, le maître du monde. Bref. Il était maître, et je pense à lui puisque un jour, il est venu vers moi, il m'a dit j'ai vu un article sur les livres, la romantécie et tout, et il parlait de Shadow Daddy. Et il m'a dit, je sais que Daddy ça veut dire papa en anglais, et donc du coup, est-ce que moi je suis un Shadow Daddy? Oui, j'ai rigolé pendant 3 heures avant de lui expliquer ce qu'était un Shadow Daddy. Oui, j'ai expliqué à mon papa ce qu'était un Shadow Daddy. Oui, je vais vous expliquer. Et j'ai dit non, c'est pas toi. Le terme Daddy. On repart sur les trucs de smut. On repart sur le truc d'homme sub. Voilà, je vous ai expliqué d'homme sub. Et bah, c'est dans la même veine. C'est dans le même truc. Voilà, ça parle du smut. Donc, le truc de Daddy, en effet, ça veut dire papa. Ça veut dire papa en anglais. Et alors c'est un truc qui est utilisé dans des contextes... c'est les Américains qui font ça. J'ai jamais entendu parler de Français qui disaient ça. Je pense pas qu'on dit ça en français. Mais c'est un truc qui se passe aux États-Unis. Un truc rapport avec le olé olé. Où certaines personnes, oui, vont appeler leur monsieur avec qui ils sont olé olé, vont l'appeler daddy, donc papa. Alors que c'est pas littéralement leur père, hein, c'est pas ça, mais c'est un espèce de jeu et de trucs aussi de dominance et je sais pas quoi. Les Américains, voilà. Et donc quand on dit souvent, quand vous voyez sur internet qu'on dit oh là là un daddy et tout pour souvent un monsieur qui est très beau et très musclé et très dominant et très gros et on dit oh là là il a des vibes de daddy, c'est-à-dire bref, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il est dominant, qu'il est oh là là, on a envie de lui dire oui monsieur, enfin bref, c'est une dynamique comme ça, et donc le mot daddy vient de là. Et Shadow Daddy c'est plus dans les romantécies du coup, et ça vient d'une romantécie en particulier, qui est l'une des premières, si ce n'est la première romantécie, donc ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, qui est un palais d'épines et de roses en français, de Sarah J. Maas, qui est l'une des premières romantécies, si ce n'est la première romantécie, puisque c'est le premier succès, comme je vous ai dit pour Twilight. Vraiment, c'est la série à succès qu'on désigne comme romantécie et qui a commencé un petit peu ce genre de la romance dans la fantasy. Et les shadows, c'est les ombres, et notamment on a un personnage qui est très daddy, qui est très... voilà. dans cette série et qui contrôle les ombres. Voilà, sa magie c'est qu'il contrôle les ombres, donc il a des ombres autour de lui, et figurez-vous que c'est devenu un truc très répandu et une trope en fait dans la romantécie, où il y a beaucoup de messieurs qui ont comme pouvoir magique le contrôle des ombres. Donc ça devient un Shadow Daddy, c'est-à-dire un monsieur très protecteur et très impressionnant qui contrôle les ombres. I can't believe I'm doing this. Souvent je vous dis le mot random aussi, c'est juste un mot que je dis en anglais parce que je sais plus comment on dit en français, mais en fait ça veut dire aléatoire, ça veut dire bizarre, out of nowhere, ça c'est pareil c'est en anglais, ça veut dire random. Si je vous dis ce truc là c'est vraiment random, ou ça arrivait randomement, si je vous dis, random c'est aléatoire, c'est vraiment quelque chose qui arrive pour zéro raison. C'est très bizarre et très pour zéro raison. Par exemple, imaginez, là j'arrive, je vous montre ce dragon pour zéro raison. C'est très random. Voilà, ça n'a aucun sens. Voilà, en gros c'est ça. Donc quand je vous dis quelque chose de random, ou au pif. Sinon, par exemple, si je choisis quelque chose de façon random, randomement, ce n'est pas un mot, mais et ben je vais choisir au pif. Je vais plouf plouf, aléatoirement du coup. Et aussi je vous parle de aïe 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 fantasy. Alors ça c'est moi, encore une fois, c'est la même chose que Beatlite. Beatlite, c'est à la base c'est la beatlit, vous avez compris, c'est un genre littéraire.
Eh bien la high fantasy c'est pareil, c'est ma faute. Alors la high fantasy ça existe, donc on a différents types de fantasy, différents genres, etc. Et au sein du genre de la fantasy, il y a aussi différentes choses. Je vous ai dit la dark fantasy, cozy fantasy. On dit la high fantasy, enfin les Américains disent la high fantasy pour de la fantasy haute ou de la low fantasy. J'ai jamais entendu parler de low fantasy, mais I guess ils disent plus cozy fantasy, ou middle fantasy, je sais pas. Mais ils disent souvent high fantasy pour de la fantasy haute. Donc high ça veut dire haut, c'est-à-dire que c'est un level de fantasy élevé, donc avec beaucoup de fantasy et vraiment un monde totalement inventé, donc beaucoup d'imaginaire. Ils vous donneront comme exemple le Seigneur des Anneaux, monde de ce type-là où tout a été inventé, tout le monde a été inventé, tout le lore, pareil, le lore c'est... Oh là, comment traduire le lore? C'est les légendes, les contes et légendes en fait d'une population, voilà, c'est un lore et tout ça a été inventé, la religion des gens a été inventée, les créatures ont été inventées, tout est inventé, et plus c'est imaginaire, plus c'est high fantasy, plus parfois ils disent aussi de la high fantasy pour quelque chose qui est plus compliqué, qui est plus dense, qui est écrit de manière plus dense aussi, qui a des descriptions plus longues, etc. Ils vont dire ça. Et donc ils appellent ça de la high fantasy, et qui est différent de la romantasy parce qu'il n'y a pas de romance, en général il y a pas ou peu de romance. On se concentre, je vous dis, sur les descriptions, sur les enjeux politiques, sur tout ce qui est inventé et tout, et c'est parfois plus dense que de la romantasy qui va parfois plus vite et moins de détails et qui se concentre plus sur la romance. Donc voilà, et on dit high fantasy, et donc la fantasy haute, et moi j'ai dit high fantasy parce que comme c'est très dense et souvent un peu compliqué à lire, ça fait des fois mal à la tête. Et donc comme high fantasy, ça me faisait penser à aïe j'ai mal, donc je dis aïe fantasy parce que aïe ça fait bobo la tête quand même de lire ça pendant très longtemps. Tout comme là j'ai bobo la tête à force de vous expliquer des mots pendant 107 ans alors que j'ai pas du tout la définition, j'ai jamais cherché en plus. Donc du coup je vous dis peut-être n'importe quoi souvent. Hein, donc voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Là j'ai tout fait, je vais vérifier sur Instagram s'il n'y a pas de nouveaux mots. Mais je pense qu'on a fait le tour, oui, white shoes, tout le monde me demandait pour white shoes. Shadow daddy. I did it. Si vous voyez, Anna elle m'a dit shadow daddy, je croyais que c'était le pouvoir des ombres, mais à skip c'est un terme un peu plus global. Oui, shadow daddy, c'est un truc, c'est comme une trope, c'est devenu une trope où il y a un personnage qui contrôle les ombres finalement, et le truc de daddy... Voilà. Ah, on me parle de fée. Est-ce que fée ça se prononce fae ou fée? Moi je dis fée, genre comme fée et e. Et je sais pas c'est quoi la différence entre des faillés et des fées. Sorry, je sais pas. Si jamais il y a d'autres mots ou termes comme ça que vous voudriez que j'explique à ma manière. Je répète, ça à ma manière. C'est peut-être pas très correct. C'est comme ça que moi j'ai compris. C'est comme ça que j'utilise ces termes-là, donc quand je les utilise dans mes vlogs, dans mes vidéos et que j'utilise ces termes-là, c'est ça que je veux dire en fait. Après, est-ce que ça veut dire ça? C'est peut-être pas pour certains, peut-être pas. Mais si vous voulez ma définition d'autres mots, n'hésitez pas à me dire, je ferai une partie 2. Voilà, pareil, soyez gentils en commentaire parce que j'ai de l'anxiété sociale et donc quand on me dit gna 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 t'es nul, tu t'es trompé et en fait t'es bête et tu sais pas, ça me fait pleurer. Donc si jamais vous voulez me reprendre, reprenez-moi gentiment, s'il vous plaît. D'ailleurs ça c'est un sweatshirt qui est du merch, oh purée le mot merch, alors oui c'est tout des mots en anglais. Le merch c'est de la marchandise, merchandising, marchandise. Produits dérivés, nous on dit produits dérivés et souvent on a des produits dérivés, par exemple des produits dérivés Pokémon, des produits dérivés One Direction. On peut acheter une casquette One Direction, même une nappe One Direction. Des couverts One Direction. Là c'est du merch, c'est un sweatshirt qui a été fait par une youtubeuse, une booktubeuse même, qui lit de la romantasy, qui s'appelle Amy Rosam, qui est une anglaise que je regarde, et elle a fait faire ce petit sweatshirt parce qu'elle dit tout le temps 5 stars is a feeling, donc 5 étoiles c'est un feeling, c'est un sentiment en fait. Le sentiment du 5 étoiles en fait c'est parce que quand vous avez un livre, ah oui ça y est j'ai oublié le mot rating aussi,
Le rating, c'est la notation. Donc la note qu'on donne à un livre. Souvent on est sur des trucs d'étoiles avec les 5 étoiles. Il y en a qui disent 6 étoiles. Il y en a qui utilisent le truc de livre addict là et qui font des trucs sur 20. Souvent c'est les 5 étoiles, moi j'utilise ça, les 5 étoiles. Et quand vraiment vous avez un 5 étoiles, un livre qui fait 5 étoiles, c'est vraiment ce sentiment que vous avez un coup de cœur, que vous avez ce livre que vous aimez trop. Donc c'est pour ça qu'elle dit 5 stars is a feeling, parce que vous avez ce petit sentiment quand vous commencez un livre ou quand vous vous rendez compte qu'un livre va être 5 étoiles en fait. Voilà, j'expliquais aussi mon sweatshirt. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner des mots que vous comprenez pas, à me mettre des petits emojis verts, parce que je suis beaucoup en vert aujourd'hui. Il y a du vert un petit peu partout. Si jamais vous n'avez pas trop d'idées mais que vous voulez quand même commenter, parce que les commentaires c'est important pour les youtubeurs, parce que ça fait que l'algorithme YouTube nous recommande plus si on a plus de commentaires. Donc laissez des petits emojis verts si vous n'avez pas trop d'idées. Et sur ce, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.